Et nous sommes en direct, midi passé de 17 minutes, nous sommes sur Internet. Vous avez la main, vous êtes l'arbitre de cet entretien. Je vous poserai la question dans les prochaines minutes. Vous nous direz si vous êtes ou pas convaincu, c'est vous qui voyez par les propos de Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, secrétaire général de Force ouvrière. Alors plus de 200 000 manifestants hier en France dans les rues, 224 000 selon le ministère de l'Intérieur, entre 400 000 et 500 000 selon la CGT et FO, contre la loi travail de Madame El Khomri. Ni marée humaine, ni manif raté, c'est ce qui ressort un peu des commentaires dans chaque camp. Pour vous, c'est un premier tour de chauffe qui est réussi? Ah oui, bien sûr. Écoutez, on ne pouvait pas prévoir avant, personne n'a dit qu'il va y avoir un raz-de-marée. C'est une première mobilisation. Et moi, je me souviens que les premières mobilisations contre le CPE, il y avait moins de monde. Donc, pour une première journée, oui, c'est réussi. Votre stratégie, si on comprend bien en creux, Jean-Claude Mailly, c'est de faire plier le gouvernement par la rue. C'est ça l'objectif, installer un mouvement durable de contestation pour faire reculer comme sur le CPE il y a 10 ans? Écoutez, il faut bien comprendre que ça fait quelques mois que ça dure, ce dossier. Non pas qu'on ait été consulté sur tout, on a été consulté, on a reçu le projet de loi définitif en même temps que les médias. Vous voyez, donc la consultation n'a pas été terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais depuis le début, depuis la première lettre de mission du Premier ministre à M. Combrexel, dès le départ... Septembre, on est en septembre. Oui, dès le départ, j'ai attiré l'attention du gouvernement. Attention à ce que vous allez faire. Il y a des points qui, pour nous, sont des lignes rouges. Et notamment, il y a un point qui est structurant dans le projet de loi, qui est la volonté de passer plus de négociations dans l'entreprise au détriment de la branche, métallurgie, la chimie, etc. Et ça veut dire que dans les pays qui ont fait ça, et j'ai rappelé ça au Premier ministre, et j'ai pris l'Espagne comme exemple, mais on pourra en prendre d'autres, le résultat des courses, quelques années après, c'est un effondrement de la négociation collective, y compris dans les entreprises. Le nombre d'accords a été divisé par 3. Et le nombre de salariés couverts par une convention collective en Espagne est passé de 12 millions à 7 millions. Donc nous, on souhaite conserver un rôle prépondérant à la branche. Or, tout le projet de loi, ça consiste à diminuer le rôle de la branche, ou par des procédures de subsidiarité ou de supplétivité. Donc ça, c'est le dossier de fond, la structure. Et après, il y a tous les éléments qui sont à décliner, que ce soit les prud'hommes, que ce soit... il y a toute une série de points cruciaux. Qui on voit dans la rue là? On voit des jeunes, et pourtant, le projet ne contient pas de mesures anti-jeunes. Qui dit ça? C'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il se trompe? Mais oui, il se trompe. Il y a plusieurs... il y a à la fois, même si le gouvernement pourrait y renoncer, la question sur les apprentis. En général, les apprentis, ce sont des jeunes. Ils sont en train de reculer, manifestement. Oui, non, mais c'est dans le projet de loi aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont reculer, mais... Ils reculeraient sur quoi d'ailleurs? Sur le fait, sur la durée de travail des apprentis? Parce que le projet de loi aujourd'hui permet à des apprentis, de jeunes apprentis, non plus de travailler au maximum 8 heures par jour, mais 10 heures par jour. Vous savez, ça devient du patronat du bâtiment, cette affaire. Qui dit, vous comprenez, quand on va avec une camionnette sur un chantier, on emmène l'apprenti. Au bout de 8 heures, l'apprenti, il attend 2 heures dans la camionnette. Ce serait mieux s'il bosse. Voilà, ça vient de là. Vous voyez parfois d'où viennent les choses. Mais quand on regarde après, ça va accroître la précarité, y compris la réforme sur les prud'hommes, par exemple. Ça veut dire qu'un salarié qui est recruté, par exemple, en CDI, le patron provisionne, l'employeur provisionne dès le départ, et pour une taxe de 12% au bout de 2 ans, il se sépare du salarié. Voilà, ça favorise les licenciements. En même temps, avec le barème, le patron de la CGPME, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, nous disait que justement, dans les petites entreprises, eh bien, l'employé licencié pourrait toucher plus d'argent avec ce barème, notamment s'il est revu à la hausse, que ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Mais moi, je pars d'un texte qui existe aujourd'hui. Un texte aujourd'hui qui existe, un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, il est viré pour 12%. Voilà, c'est ça que ça signifie. C'est le texte aujourd'hui. Alors, je prends ces mesures-là. Après, il y a toutes les autres mesures qui concernent tout le monde, y compris les jeunes qui demain vont bosser. Je l'espère pour eux. En tous les cas, ceux qui le pourront. Ils sont concernés. Les jeunes, si ça favorise les CDD, c'est pas ce gouvernement qui, il n'y a pas longtemps, a permis de rallonger les CDD. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut faire les CDI. Enfin, il n'y a pas une contradiction quelque part. Donc ça concerne bien les jeunes, tout ça. Bon, et en même temps, quand le gouvernement affirme que ce projet, justement, est là pour les jeunes, pour leur faciliter l'embauche en CDI, le gouvernement est insincère, il ment? Vous n'avez pas remarqué, il a complètement changé sa façon de communiquer. Ce qui ne change rien au projet de loi. Il y a quelques jours, on nous disait, mais si, il faut laisser plus de liberté à l'entreprise pour licencier si elle veut embaucher demain. Et maintenant, on nous dit, non, c'est pour favoriser le CDI. Pour autant, le texte, il n'a pas changé. Donc, on est toujours dans cette logique-là qui n'était pas acceptable pour nous. Bon, Jean-Marie Le Guen, le ministre des Relations avec le Parlement, pense que la manifestation d'hier, je le cite, ne fait pas la démonstration du refus du projet de loi. Que lui répondez-vous, Jean-Claude Mailly?
Qu'ils prennent patience, Jean-Marie Le Guen. Il va y avoir d'autres manifestations, il verra ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le truc classique, ah bah non, il n'y a pas assez de monde, etc. Personne n'a annoncé de raz-de-marée. Moi, j'avais dit, c'est un apéro, c'est un tour de chauffe, etc. Et pour une première manifestation, je le dis, ou des manifestations, c'est réussi. Le front syndical, Jean-Claude Mailly, est fissuré sur ce dossier, cette réforme donc du droit du travail. D'un côté, la CGT, FO, de l'autre, CFDT, CFTC, CFE-CGC, qui eux, pour le coup, ont préféré se mobiliser, c'est samedi, je crois. Laurent Berger demande de substantielles modifications, pas le retrait. Vous déplorez cette absence Ah oui, c'est mieux quand tout le monde est d'accord, c'est évident, mais à partir du moment où les désaccords sont réels, notamment sur la décentralisation des négociations, la remise en cause des négociations de branche, là on a un désaccord entre nous. Bon, chaque organisation est libre, mais ça veut dire, nous on l'a dit, et je l'ai dit, le gouvernement ne peut pas être surpris. Ça fait des semaines qu'on lui explique qu'il y a un problème de fond sur la structure de la négociation collective dans notre pays. Le Premier ministre en a convenu qu'on est en opposition là-dessus. Bah, quand vous êtes en opposition, que vous n'êtes pas écouté, que vous n'êtes pas entendu, bah, qu'est-ce qui reste comme solution? Il reste la solution de mobilisation. C'est pas mobiliser pour le principe. Donc c'est la rue qui fera reculer le gouvernement, parce qu'on on comprend bien qu'il va y avoir des ajustements. On va en parler, des concessions qui sont possibles, des curseurs qui vont bouger, des trucs qui seront supprimés ça et là, mais il n'y aura pas le retrait du texte, vous le savez parfaitement. Donc, attendez, a priori, lundi, lorsqu'il sera annoncé lundi, le Premier ministre lundi va pas annoncer le retrait du... Oui, mais il m'a posé la question, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec le retrait, j'ai dit pour le moment. Ça dépendra des mobilisations, puisqu'il n'y a que ça qui peut le faire bouger, enfin les faire bouger. Donc votre stratégie, c'est bien ça, c'est que la rue fasse reculer le gouvernement. Quand vous êtes face à quelqu'un qui fait un mur, qui fait une question de principe de son projet, qui veut l'améliorer, mais qui ne veut pas discuter sur le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon bah ok, tant pis pour nous. Non, on n'est pas dans cette situation. Qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites, attendez, vous verrez? Bah, il répond pas. Mais je sais bien que c'est logique, ils vont regarder aussi ce que vont donner les mobilisations, mais c'est regrettable peut-être d'en arriver là, mais quand il n'y a pas d'autre solution, on prend nos responsabilités. Et en même temps, le gouvernement, c'est ce qui se dit, ce n'est pas acté, ce n'est pas officiel, serait prêt à des concessions, accroître la surtaxe des CDD, peut-être abandonner le plafond des indemnités au prud'homme. Pour vous, c'est pas suffisant? Non, attendez, d'abord, la surtaxation des CDD, j'ai envie de dire, c'est pas son problème. Ouais, c'est juste. Ben oui, c'est pas son problème. Écoutez, vous vous rendez compte quand même. Expliquez pourquoi. Oui, je vais expliquer pourquoi. Mais parce que cette question-là, ça fait 10 ans qu'on demande ça. Qu'il y ait une surcotisation patronale quand il y a ce qu'on peut considérer comme un abus de CDD. Et on a fait des propositions. Et ces propositions, on est en train de... C'est quoi un abus de CDD? Parce que c'est réglementé aussi. Hein. Oui, non, d'utilisation de CDD. Ça veut dire que nous, on propose un système du type des accidents du travail, maladies professionnelles. C'est-à-dire, vous prenez une branche, par exemple, le taux moyen de recours dans la branche au CDD est de tel pourcentage. Les entreprises qui vont au-dessus, elles auraient un malus, paieraient plus de cotisations. Les entreprises qui sont en dessous auraient un bonus. C'est même pas une question financière, à la limite. Ouais. C'est aussi pour changer le comportement des employeurs, qui est moins recours. C'est la grande nouveauté, c'est quoi depuis quelques années? C'est les CDD, c'est très très court. C'est ça le problème qu'on a dans notre pays. Donc, il faut dissuader et changer le comportement des employeurs. Donc ça, le gouvernement ne veut pas entendre parler. C'est pas que le gouvernement. Il vient de dire mais c'est pas ça. Ça relève de la négociation patronat-syndicat qui est en cours. Donc c'est pas au gouvernement de trancher là-dessus. Mais vous vous rendez compte, il est embêté, confronté. Mais le patronat n'en veut pas, évidemment. On va voir. Il y a une négociation. Il y a une négociation. On va bien voir ce que ça donne. Moi, tant que c'est pas fait, je n'en sais rien. Pour le moment, il a jamais voulu. Mais là, peut-être qu'il va ouvrir les yeux. Bon. Mais là, il est embêté sur un projet de loi et il cherche une solution qui n'est pas de sa responsabilité. Ça montre bien quand même qu'il est un peu gêné aux entournures. Et si le gouvernement cédait sur le plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement? Mais c'est un élément. Pour vous, c'est pas suffisant. Alors ça serait une grosse concession quand même, avouez-le. C'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Vous voulez tout le retrait. Mais une négo, c'est pas ça. D'abord, c'est pas une négo. Vous savez comme moi qu'une loi, ça se négocie pas. Il nous concerte et une loi, c'est le gouvernement et le Parlement qui la vote. C'est pas les syndicats qui votent une loi, ni le patronat. Donc c'est une concertation. Il nous a pas entendu pour le moment. Donc, mais c'est une concertation. Alors c'est un élément. Mais j'ai bien dit, ce n'est pas le seul. Il y a la structure globale de la loi. Et puis il y a les prud'hommes, et puis il y a les licenciements économiques, et puis il y a les astreintes, il y a toute une série d'autres points. Il y a les heures supplémentaires, il y a la durée du travail. On accumule les choses. Hein. Il y a le détournement du temps partiel possible, avec les modifications qu'ils vont mettre en place sur les groupements d'employeurs, par exemple. Donc il y a plein d'éléments dans ce projet de loi qui découlent de cette logique-là. À partir du moment où il ne veut pas toucher à sa logique, moi, on est pour une réforme du Code du travail. Hein. On n'a jamais dit le Code du travail, il ne faut pas y toucher. Mais au moins qu'on ait un objectif clair, qui n'est pas un objectif de régression, mais un objectif de progrès.
Si cette réforme du Code du travail que vous appelez de vos propres voeux, si dedans il y a uniquement plus de sécurité pour les salariés et qu'il n'y a pas de la flexibilité pour les entreprises, qu'est-ce qui vous proposez qui irait dans le sens de la flexibilité pour les entrepreneurs? Vous pensez qu'il n'y a pas de flexibilité dans les entreprises aujourd'hui? Si on est sérieux, on regarde, il y a énormément de flexibilité. Alors on nous dit, dans les grandes entreprises notamment, l'annualisation, la modulation, le calcul des heures supplémentaires. Non, mais on pense aux PME. Alors, le gros de l'emploi, la création d'emplois dans les PME. Regardez le problème des TPE et des PME. Comment on règle ce problème des TPE et des PME? On favorise la négociation de branches. Il y a des entreprises, une TPE de 10 salariés ou de 8 salariés ou de 15 salariés, vous n'avez pas forcément de syndicat, vous ne pouvez pas négocier. On peut cadrer, et même les artisans le demandent d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le demandons. On fait des négociations de branches, y compris par exemple sur le forfait jour, et on met les conditions. Après, l'entreprise peut l'appliquer directement. Ça, c'est possible, on ne va pas chercher des solutions de décision unilatérale ou autre. Mais ça suppose que la négociation de branche ait encore un rôle, ce qui ne correspond pas à ce que souhaite réellement le gouvernement. Moi, je dis aussi aux organisations d'employeurs, je l'ai déjà dit, y compris ici, qu'elles fassent leur travail, qu'elles appuient les chefs d'entreprise quand ils ont un problème en termes de conseils, ce qu'on fait nous vis-à-vis des salariés. Mais la flexibilité, elle existe. Calculer la durée du travail sur 3 ans, ça intéresse qui? Quelques très gros groupes. Uniquement, qui ont, eux, une visibilité de carnet de commandes à 5, 6 ou 7 ans. Bon, est-ce qu'on doit tout chambouler dans le Code du travail pour quelques groupes qui sont intéressés? Voilà des questions concrètes et réelles qu'on pose. Et en même temps, que répondez-vous, Jean-Claude Mailly, aux petits patrons? Il y en a beaucoup qui disent que pour eux, recruter en CDI, et ben voilà, ils ont peur de le faire par peur justement, encore une fois, des prud'hommes. Il faut écouter aussi ce que disent les patrons, et nombreux à dire que pour eux, le prud'homme, c'est la roulette russe. Soit il y aura une relaxation, soit il y aura une lourde condamnation. Et donc cette incertitude est catastrophique pour eux, pour ces petits patrons, pas les grandes multinationales. Oui, non, mais la question, oui, mais justement, là, ce que je dis également, nous, on est par exemple pour l'obligation, pour des procédures de conciliation qui permettent d'aller beaucoup plus vite, les procédures de conciliation, de rendre obligatoire la présence à la fois du salarié avec son défenseur et de l'employeur. Souvent, ils ne viennent pas avec son défenseur. Pour qu'on essaie de trouver une solution qui soit plus rapide. Je dis bien encore une fois que les organisations patronales fassent leur rôle de conseil vis-à-vis des entreprises. Écoutez, moi, j'étais dans un salon pour l'emploi organisé par une fédération FO il y a 2 jours. Je discutais avec les représentants patronaux de la boucherie et les représentants patronaux de fromagers affineurs. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils ont mis en place des systèmes de formation en alternance, de reconversion. Des gens qui ont une quarantaine d'années, qui veulent changer de métier, qui veulent faire ou travailler dans la boucherie ou comme fromager. Résultat des courses, après 1 an de formation en alternance, 85 à 95% des gens rentrent en CDI. Comme quoi le CDI, c'est pas toujours un problème. Faut arrêter. On peut licencier des CDI, malheureusement d'ailleurs. Donc le gouvernement prend le sujet par le mauvais bout. Mais bien sûr, mais parce que il est... C'est la main du MEDEF, c'est ça? Oui, mais c'est pas uniquement... Oui, il y a une partie, mais c'est aussi une logique européenne. Vous savez, la décentralisation de la négociation, il faut savoir que ça s'est fait en Allemagne, avec les résultats qu'on connaît. 40% de salariés qui sont plus couverts par une convention. En Espagne, au Portugal. C'est un sujet de discussion dans les pays nordiques. Par exemple, en Finlande, aujourd'hui, on veut faire la même chose. Il y a une logique européenne. Moi, de précarisation, c'est ça? De précarisation. De précarisation. Mais correspond à une logique économique libérale. Mais donc, c'est pas la contrepartie d'avoir un taux de chômage plus faible que de devoir précariser un peu ceux qui ont un statut qui est plutôt protégé. J'attends qu'on me démontre, et je suis serein, puisque ça n'existe pas, j'attends qu'on me démontre que flexibiliser ou précariser, ça crée de l'emploi. Aucune étude ne le démontre, même l'OCDE. Même l'OCDE, dans son dernier rapport, dit on ne peut pas le démontrer. Alors pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait si ce n'est qu'on répond à une question idéologique? C'est pas parce que vous précarisez plus ou vous flexibilisez plus que ça crée obligatoirement de l'emploi. Alors il faut lever certaines incertitudes, mais il y a d'autres moyens. Moi je comprends, je l'ai toujours dit, le chef d'entreprise qui hésite à embaucher, je peux comprendre ça. Alors qu'on l'appuie, qu'on l'aide, parce qu'il ne peut pas être DRH quand il est chef d'une PME, c'est pas possible. On l'aide, mais ça ne lève pas l'incertitude sur ce que va coûter. Oui, mais je vous rappelle que ces questions, c'est pas tous les licenciements. Ce sont uniquement les licenciements abusifs, considérés comme abusifs. Et qui tranche à la fin? Le juge. Là, le juge, il aura pu à trancher. Voilà, c'est qu'on retire du pouvoir au juge, d'une certaine manière. Ou alors, et on favorise, moi je suis pour, qu'on favorise les conciliations prud'homales. Et je rappelle, et ça, FO l'avait signé en 2008, qu'il y a aussi un autre système qui existe. Qui évite parfois même de faire des licenciements économiques. Ça s'appelle la rupture conventionnelle. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 360... Oui, c'est pas lui, c'était syndicat patronat qui avait négocié.
360 000 ruptures conventionnelles l'année dernière. C'est aussi, d'une certaine manière... Combien ça représente quoi par rapport aux c'est beaucoup plus. C'est 20%, non, je crois que c'est ça. Non, c'est les ruptures conventionnelles pour les salariés dits seniors représentent à peu près 16 à 20%. Hein, mais il y en a beaucoup plus que de licenciements économiques. Donc ça, c'est un outil aussi de flexibilité ou de souplesse que les employeurs utilisent d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas tout, parfois à la demande du salarié. Aussi, hein. Mais oui, mais comme tout système, il y a des dérapages. Mais en même temps, c'est un système qu'il faut conserver. Êtes-vous pas convaincu par les propos de Jean-Claude Meilly, secrétaire général de Force ouvrière? Vous pouvez voter midi passé de 33 minutes en direct sur Boursorama. Il y a ça quelques jours, Manuel Valls affirmait que sa loi El Khomri n'invente aucun nouveau motif de licenciement, qu'elle clarifie des motifs qui sont déjà reconnus et appliqués par les juges. C'est faux. C'est faux, et je lui ai dit. Alors sur les licenciements économiques, il sécurise deux arrêts de la Cour de cassation. L'un sur la cessation d'activité, l'autre en cas de restructuration. Par contre, il contredit un arrêt de la Cour de cassation, donc ils inventent une nouvelle clause, c'est sur les périmètres. Aujourd'hui, quand un établissement ferme, si c'est une entreprise multinationale par exemple, dans le secteur où il ferme, on regarde la situation financière du groupe au niveau international. Bon. Et là, ce serait plus demain au niveau international, mais sur un périmètre national. Alors, on sait très bien, pour ces groupes-là, ils savent faire pour mettre un établissement en déficit s'ils veulent le fermer. Donc là, on ne sécurise pas quelque chose qui existe, on invente quelque chose. Bon, la prochaine étape c'est lundi. Manuel Valls réunira donc les partenaires sociaux, c'est ça? Oui, tout le monde. C'est lundi. Il devrait annoncer la nouvelle version du texte, donc sur cette réforme du droit du travail, un texte remanié, mais d'avance, voilà, ça ne sera pas suffisant. Sauf si la sagesse l'emportait d'ici là et qu'il considère qu'effectivement il suspend son texte, ça veut dire on met pas de délai et on rediscute de tout. Mais si c'est pas le cas, ça sera pas suffisant, c'est sûr. Je reviens dans l'idée quand même, Jean-Claude Meilly, que s'il y avait plusieurs trimestres de baisse du chiffre d'affaires, ça vous semble pas logique que s'il y a 4 trimestres, ou 2, ça dépend si y a un accord ou pas, de branche, 4 trimestres consécutifs, on va dire, de baisse du chiffre d'affaires, qu'on puisse faire un licenciement économique parce que il y a moins d'activité? Pour vous, ça semble vraiment, c'est aberrant? Écoutez, pourquoi on introduit ça? Et pourquoi on introduit ce type de mesure? Une entreprise... Un patron qui a moins de commandes, peut-être qu'il a moins besoin de salariés. Une entreprise qui est confrontée à ça, nonobstant, pas besoin d'une loi pour ça. Une entreprise qui a réellement des difficultés sur un an, parce que c'est 4 trimestres, ça fait un an. Une entreprise qui a réellement son chiffre d'affaires qui chute, etc., et qui a des problèmes, oui, malheureusement, elle peut d'ores et déjà procéder à les licenciements. Elle peut d'ores et déjà procéder à des licenciements. Donc pourquoi inventer de nouveaux cas? C'est ça que je ne comprends pas. On reste dans... à la fois, moi je suis attaché à la loi, certes, mais je suis aussi attaché à la négociation collective. Alors d'un côté, tout ce qui est sécurisation pour les employeurs, on le met dans la loi, et tout ce qui est fragilité, on renvoie à l'entreprise. C'est plus que déséquilibré, c'est une logique qui n'est pas acceptable. La prochaine manifestation, la prochaine mobilisation, ça sera le 31 mars, c'est ça? Écoutez, le 17 mars, les étudiants, mais je pense que c'est plus pour le moment dans les universités par des assemblées générales. Là, on n'est pas à nous concerner, les étudiants prennent leurs responsabilités seuls. S'il y a des rassemblements le 17 mars, on y sera. Mais il y a une journée le 31 mars qui est programmée, où nous appelons à la grève, le public et le privé, contre la loi El Khomri. Bon, il nous reste quelques instants. Jean-Claude Meilly, je voulais vous faire réagir sur cette proposition qui a dû vous faire tomber de votre chaise de Nicolas Sarkozy hier dans Le Monde, qui prône la suppression, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 dans l'ensemble de la fonction publique et pas seulement d'État, pour aboutir à une suppression de 300 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Oui, mais écoutez, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi et on va gagner du temps. J'ai écouté le débat. On a eu un débat juste avant. etc. Et je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est une surprise. Voilà, je suis d'accord. Non, il n'y a pas trop de fonctionnaires en France quand on compare par rapport aux différents pays. C'est ce qu'ils nous expliquaient les éconoclastes. Oui, mais ils ont raison. Comparaison n'est pas raison en la matière. Que recouvre? Il y a des fonctions qui existent. C'est comme les prélèvements obligatoires, ça. Aux États-Unis, c'est privé, donc c'est pas ça compte pas. C'est privé, mais c'est contraint. Voilà. C'est une dépense contrainte. Voilà, oui, c'est une dépense contrainte, mais c'est pas comptabilisé dans les prélèvements obligatoires. Pour autant, les dépenses existent. Bon, merci à vous, Jean-Claude Meilly, secrétaire général de Force ouvrière, était votre invité en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. À bientôt.